Le parfum lourd du lys et l'aile, écho cristallin des flûtes de champagne, résonne encore dans ma mémoire, 20 ans après. Il y avait 80 invités réunis ce soir-là, dans le salon d'apparat du château de Varennes, pour célébrer le 40e anniversaire de ma sœur Victoria. Elle irradiait, vêtue d'une robe en soie couleur émeraude qui capturait chaque rayon de lumière, et sa beauté n'avait d'eau, égale que lait, étendue de sa cruauté. Je me tenais discrètement près de la porte-fenêtre, vêtue de la petite robe noire que Victoria m'avait conseillée une suggestion qui équivalait à un ordre de rester dans l'ombre. Était un de ces événements mondains où l'on ne vient pas pour se réjouir mais pour être vu, et Victoria, dans son rôle de maîtresse de cérémonie, excellait à orchestrer ses démonstrations de pouvoir social. Était Élise, la petite sœur, celle qui avait toujours suivi, celle dont la lumière était naturellement voilée par éclat éblouissant de Victoria. Mais ce que je ne savais pas alors, c'est que ce soir-là ne serait pas qu'une simple éclipse. Ce serait le jour où elle m'a humiliée publiquement, gravant dans ma chair une blessure invisible que je porterai comme un linceul pendant 2 décennies. Victoria a frappé le verre d'une petite cuillère, un geste qui a immédiatement attiré l'attention de toute l'assemblée. Un silence respectueux s'est installé, lourd d'anticipation. Elle a commencé son discours avec l'aisance théâtrale qui la caractérisait, parlant de réussite, de famille, et de la chance qu'elle avait de les avoir tous. Puis, ses yeux se sont posés sur moi, et son sourire, jusqu'alors chaleureux et sincère, a glissé vers quelque chose de plus acéré, quelque chose que je reconnaissais comme le prélude à la mise à mort. Et bien sûr, a-t-elle déclaré, sa voix portant parfaitement, il y a Élise, ma chère Élise. Elle a fait une pause dramatique, et j'ai senti mes joues rougir sous les regards convergents. Élise, tu sais que je t'aime, mais il faut être honnête entre sœurs, n'est-ce pas? Elle a ri, un rire léger et charmant, et plusieurs invités ont ri avec elle, se demandant quelle anecdote touchante allait suivre. C'est à ce moment précis qu'elle a prononcé les mots qui ont gelé mon sang et brisé mon âme en 1 million de fragments. J'ai toujours soutenu Élise. Toujours. Mais vous savez ma famille, on ne peut pas forcer les choses. Certaines personnes sont faites pour briller, d'autres sont simplement un fardeau éternel que l'on porte avec affection, mais un poids tout de même. La décharge fut physique. Le mot fardeau résonna dans la pièce, amplifié par le silence soudain qui avait suivi sa petite plaisanterie. Je me suis sentie nue, exposée non pas au regard bienveillant de ma famille, mais au jugement froid et incisif de 80 pères dieux. 80 personnes, des amis influents, des associés de Victoria, des membres de la haute société parisienne, venaient d'entendre la confirmation que était l'enfant raté de la famille, échec que ma sœur, la brillante Victoria, devait héroïquement traîner derrière elle. Ce jour-là, tout a changé. J'ai quitté la fête avant la fin, incapable de supporter la moindre conversation de politesse, le moindre regard compatissant. L'humiliation publique était si totale, si délibérément infligée, que je n'ai pas pleuré. J'ai senti le venin de la honte se propager, se solidifier en une carapace froide autour de mon cœur. Je suis rentrée chez moi, et cette nuit-là j'ai pris la décision non pas d'oublier mais de me souvenir. De porter ce fardeau, non pas comme une preuve de mon échec, mais comme le motif d'une vengeance froide et méthodique. Les 20 années qui ont suivi ont été définies par cette étiquette infâme. Le fardeau éternel est devenu mon surnom silencieux dans les dîners de famille. J'ai vu ma carrière stagner, mes projets échouer mystérieusement, mes tentatives d'indépendance se heurter à des murs invisibles. Était devenue une enseignante d'art dans une petite école de province, loin des galeries parisiennes dont je rêvais. Tous ces échecs, je les ai imputés initialement à mon manque de talent, à ma timidité, à ce que Victoria avait dit de moi. La prophétie naisse était auto-réalisée. J'ai porté cette douleur en secret, polissant chaque jour la cicatrice laissée par la trahison de ma sœur. Victoria, elle, continuait de prospérer. Elle m'envoyait des cartes postales de ses voyages lointains, toujours accompagnées d'un petit mot condescendant sur la nécessité de profiter des choses simples de la vie, Élise, puisque le grand monde n'est pas fait pour tout le monde. Chaque mot était un coup de poignard, me rappelant que sa domination était totale. Mais ce qu'elle ignorait, ce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer dans sa suffisance, c'est que j'avais une preuve secrète. Une preuve que j'avais gardée en silence, enfouie non pas dans un tiroir, mais dans le cœur d'un disque dur crypté, attendant le moment parfait, l'enregistrement audio de sa confession. Cet enregistrement, je l'ai obtenu 2 semaines seulement après l'anniversaire des 40 ans. Victoria, à l'époque, traversait une courte phase de crise conjugale. Elle avait bu beaucoup trop de whisky et était venue se réfugier chez moi, pensant trouver Mel, épaule charitable de la petite sœur naïve. Elle était dévastée par la peur de perdre son statut, et, dans un torrent de larmes et de venin, elle a tout craché. J'avais l'habitude d'enregistrer nos conversations avec elle, non par malice initiale, mais par peur. Victoria avait l'art de réécrire l'histoire, de nier ses propres paroles. Ce soir-là, mon petit enregistreur numérique, caché sous un coussin, tournait. Et au milieu des sanglots, elle a révélé comment elle avait délibérément saboté ma carrière naissante. J'avais peur, Élise. Tu étais tellement douée, tellement pure. Ton travail, il était meilleur que le mien. Sa voix était pâteuse, lourde d'alcool, mais l'aveu était clair.
articulé dévastateur. J'ai appelé Marcel à la Galerie du Bois. Je lui ai dit que tu étais instable, que tu avais des problèmes financiers. J'ai fait en sorte que tu n'aies jamais ta place. J'ai dû le faire. Je ne pouvais pas te laisser me surpasser. J'ai écouté cette confession 2 fois dans l'obscurité, puis j'ai verrouillé le fichier. Ce N était plus seulement une humiliation. C était un crime. Un sabotage prémédité. Pendant 20 ans, j'ai porté non seulement le poids D, être un fardeau éternel y est, mais aussi le secret de la trahison de Victoria. Je n'ai jamais mentionné l'existence de l'audio. Je n'ai jamais menacé de l'utiliser. J'ai laissé Victoria croire que son secret était en sécurité, englouti par le temps et la complaisance. Aujourd'hui, l'occasion tant attendue est arrivée. Victoria fête ses 60 ans. Le cadre est encore plus somptueux que la dernière fois. Un palace sur la Côte d'Azur, 80 invités triés sur le volet, des personnalités encore plus influentes. Elle a insisté pour que j'assiste, par pure obligation sociale, certaine que la petite Élise ne causerait aucun problème. Je suis assise dans ma chambre d'hôtel, ma robe sombre est impeccable, mais mon esprit est tranchant, aiguisé par 2 décennies d'attente. La preuve secrète n'est plus un simple fichier audio. Je l'ai encodé, je l'ai associé à une séquence vidéo montrant la date et l'heure exacte de son enregistrement, projetable sur grand écran, via un petit projecteur que j'ai dissimulé dans mon sac. Je suis venue pour Dell, événement familial fort que Victoria a organisé, et cette fois je ne serai pas le fardeau. Je serai l'instrument de sa chute. Un seul regard dans le miroir révèle la transformation. Le chagrin a cédé la place à une détermination froide et inébranlable. Je ne suis plus la petite sœur tremblante. Ce soir, Victoria va recevoir son cadeau d'anniversaire. La vérité exposée devant tous. Je sens l'adrénaline monter, une tension douce et agréable. La salle, dans quelques heures, sera pleine de rires et de musique légère. Mais je sais que, bientôt, la salle est destinée à devenir silencieuse, d'un silence de mort sociale. Je prends le petit projecteur, je vérifie la connexion, je m'assure que le son sera clair et fort, 20 ans de mépris silencieux, 20 ans à porter l'âle, échec d'une vie construite sur un mensonge. Victoria pensait m'avoir détruite en public. Elle ne savait pas qu'en le faisant, elle avait signé son propre arrêt de mort. Je descends les escaliers, marchant lentement vers la salle de réception, non plus comme une invitée, mais comme une justicière armée de la vérité. La vengeance est un plat qui se mange froid, et je suis prête à savourer chaque instant de la démolition qu'elle a elle-même rendue nécessaire. Je prends le petit projecteur, je vérifie la connexion, je m'assure que le son sera clair et fort. L'appareil, compact et froid sous mes doigts, n'est pas un simple gadget électronique, c'est le poids condensé de 20 années de silence. Je le glisse dans le sac de soirée, une pochette rigide et noire, sans ornement, qui dissimule ma bombe de vérité. Le silence de la chambre d'hôtel est dense, presque sacré. Dehors, le soleil de la Côte d'Azur est en train de basculer vers le crépuscule, peignant le ciel au-dessus de la Méditerranée d'une teinte orangée traîtresse, promettant une soirée magnifique, une soirée parfaite pour une exécution. Je me tourne une dernière fois vers le miroir en pied. La petite robe noire n'est plus la tenue de l'aile, Eclipse, mais un uniforme. Elle est taillée avec précision, sans dentelle ni fioriture, une silhouette sombre et résolue qui contraste violemment avec les couleurs pastel et les ors attendus à la réception. Mon visage est un masque de porcelaine calme, mes yeux seuls trahissent l'attention. Ils sont clairs, dépourvus de l'ancienne timidité, affûtés par l'attente et la certitude de mon droit. Je ne porte pas de bijoux. Pourquoi s'encombrer d'ornements quand on est sur le point de manier l'arme la plus dangereuse, la vérité nue? 20 ans de mépris silencieux, 20 ans à porter lit, échec d'une vie construite sur un mensonge. Victoria pensait m'avoir détruite en public. Elle ne savait pas qu'en le faisant, elle avait signé son propre arrêt de mort. Je quitte la chambre. La moquette épaisse du couloir, d'un velours couleur taupe luxueux, amortit mes pas. Chaque mètre parcouru vers la salle de réception est une traversée symbolique. Je passe des murs de ma solitude et de mon ressentiment à la lumière crue de la société qui m'a banni. L'air ici est plus frais, imprégné du parfum discret des compositions florales disposées par le personnel du palace, un mélange onéreux de lys et de roses qui rappelle, étrangement, le parfum lourd du lys de la soirée d'il y a 20 ans. La réminiscence est un rappel physique de la jeunesse de ma haine. Le grand escalier de marbre blanc s'ouvre devant moi, descendant en spirale vers le hall où les premiers invités doivent déjà se rassembler pour l'apéritif. C'est une architecture conçue pour la théâtralité, un podium naturel où l'on fait son entrée. Victoria, bien sûr, avait choisi ce lieu pour maximiser l'impact visuel. Elle aimait les entrées en scène, les montées et les descentes dramatiques. Ce soir, l'impact visuel sera mien, mais pour des raisons bien différentes. Je descends les escaliers, marchant lentement. Chaque marche est une année écoulée, une couche de glace déposée sur mon cœur. Marche 1. La décharge physique du mot fardeau. Je revois les 80 paires d'yeux, le sentiment de nudité, l'air qui s'est raréfié dans mes poumons. Je ressens encore l'onde de choc de l'humiliation, la honte qui m'a brûlé de l'intérieur. Marche 5. La première carte postale de Victoria.
envoyé de Venise. Tu devrais essayer de peindre les canaux, Élise. Tu sais, la beauté simple, accessible. Laisse le marché de l'art aux requins. La piqûre de la condescendance, le faux conseil déguisé en mépris. J'avais déchiré la carte et l'avais jetée. Mais les mots étaient restés, gravés. Marche d'X. La tentative d'exposition avortée à Lyon. J'avais travaillé nuit et jour sur cette série. Pleine d'espoir naïf. Le galeriste m'avait d'abord fait des promesses, puis il avait soudainement annulé, parlant de problèmes d'organisation et de manque de maturité dans votre travail. Je sais maintenant que si, était la main invisible de Victoria, tirant les ficelles, craignant que ma lumière ne dérange son propre éclat. Ce fut le moment où la prophétie du fardeau a commencé à s'auto-réaliser. J'ai cessé de croire en moi, non par manque de talent mais par épuisement face à ces murs invisibles. Marche 15. Mon installation dans cette petite école de province, loin de la capitale et de ses opportunités. L'odeur de la craie et de la gouache bon marché, le doux bourdonnement des vies insignifiantes. Était le refuge que Victoria m'avait involontairement construit. Un exil doré, où elle pouvait me laisser croupir en paix, certaine que je ne la menacerais jamais. À l'époque, je l'avais acceptée comme ma juste place. Aujourd'hui, je la vois comme une prison dont j'ai finalement trouvé la clé. La descente est une lente méditation sur la nécessité de l'acte à venir. Je n'agis pas par simple méchanceté, mais par une exigence de justice que la vie, et surtout la justice familiale, ne m'a jamais offerte. Victoria a volé 20 ans de ma vie professionnelle, et de ma dignité personnelle. Elle a fait de moi une ombre. Je lui dois, au minimum, un échange équitable. Mon regard est fixe. Je perçois maintenant la rumeur de la fête en contrebas. Des fragments de rires aigus, le cliquetis du verre, la musique d'un quatuor à cordes, jouant un air léger et faussement insouciant. C'est le son de leur monde, le monde d'opulence et d'hypocrisie, où Victoria règne en reine incontestée. Je me souviens de l'enregistrement. La voix pâteuse, les larmes de crocodile mêlées à l'alcool, et la confession horrible, délivrée non par remords, mais par peur de perdre son propre socle. J'ai dû le faire. Je ne pouvais pas te laisser me surpasser. Cette phrase. Elle est l'essence de la cruauté de Victoria. L'aveu qu'elle avait conscience de ma supériorité artistique. Et qu'elle avait choisi le sabotage par jalousie viscérale. Je n'ai jamais pu effacer ce son de ma mémoire. La bande audio n'est pas seulement une preuve légale. C'est la bande sonore de ma reconstruction. Je touche le projecteur dans mon sac. Je me suis entraîné. J'ai chronométré mon intervention. Je sais exactement quand le toast sera porté en l'honneur de Victoria. L'instant de vulnérabilité maximale, l'apogée de sa suffisance, le moment où elle s'attendra à recevoir des louanges, et non un coup de grâce. Je m'approche du bas de l'escalier. La température change, l'air se réchauffe sous l'effet de la foule et des lumières. Je peux sentir les parfums complexes de la salle de réception. Le champagne brut, les fruits de mer frais, les parfums capiteux des femmes. Je vois le hall s'animer, des silhouettes élégantes, des hommes en smoking, des femmes drapées de soie et émeraude, la couleur préférée de Victoria bien sûr. Ils se tiennent en petits groupes, souriant de ces sourires de façade, que la haute société maîtrise si bien, des masques polis cachant des ambitions voraces. J'aperçois Victoria. Elle est près d'une table. J'ai porté l'humiliation de mes 40 ans comme une cicatrice invisible, un fardeau d'autant plus lourd que Victoria l'avait inscrit dans le marbre devant tout notre cercle social. La soirée de ses 40 ans avait pris fin, mais écho de ces mots moins. Élise est un fardeau éternel, une âme trop simple pour ce monde, qui devra toujours s'appuyer sur ma réussite. Moins continuait de résonner dans mon crâne. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette humiliation, était que la seconde phase d'une trahison bien plus ancienne et dévastatrice. Une semaine avant ce dîner somptueux, j'avais reçu le refus définitif, pour le poste de directrice de publication à Paris, l'opportunité d'une vie qui m'aurait arraché à l'ombre écrasante de ma sœur. La douleur de échec était vive, mais la façon dont la porte m'avait été claquée au nez, sans raison apparente, avait laissé un goût amer de manœuvre secrète. J'y étais une professionnelle reconnue, mon portfolio était irréprochable. Pourtant, le poste était allé à un candidat nettement moins qualifié. Quelques jours après l'anniversaire, alors que Victoria célébrait encore sa victoire sociale avec un verre de whisky de trop dans son salon feutré, j'ai senti la rage monter pour la première fois. Je suis allé la voir, non pour la supplier, mais pour demander une explication, un mot d'honnêteté qui aurait pu atténuer ma souffrance. Elle était avachie sur un canapé de velours bordeaux, la lumière tamisée de la pièce dissimulait à peine son visage rougi par l'alcool et la fatigue. Elle riait nerveusement en me voyant entrer, et ce rire était un couteau dans mon cœur. « Alors Élise, tu viens te morfondre encore un peu ?» m'avait-elle lancé d'une voix pâteuse. J'avais simplement posé mon téléphone, un modèle D, époque rudimentaire, sur une petite table basse, le mode enregistrement activé. Je ne savais pas pourquoi je le faisais, peut-être l'instinct de survie, ou le besoin désespéré d'une preuve tangible de sa cruauté. J'ai commencé doucement, lui parlant de l'offre d'emploi perdue. Elle a d'abord balayé mes questions d'un geste de la main, puis, sous l'effet combiné du whisky et d'une victoire mal digérée, la vanité a pris le dessus. « Ce poste t'aurait rendue trop indépendante, Élise. Trop lumineuse », avait-elle murmuré, ses yeux mi-clos, puis, le choc,
la vérité crue, prononcée avec une désinvolture terrifiante. Elle a avoué avoir appelé personnellement le PDG de la maison d'édition, un de ses anciens amants influents. Elle lui avait chuchoté des doutes légitimes sur ma stabilité émotionnelle et ma capacité à gérer la pression, utilisant des mensonges tissés de demi-vérités familiales. Tu allais t'envoler, Élise, et je ne pouvais pas le permettre. Mon prestige dépend de ta simplicité. Qui aurais-je pu humilier en public si tu étais devenu quelqu'un d'important? L'avait-elle conclu avec un rire faible et démoniaque. Le silence qui avait suivi N était rompu que par le cliquetis du verre qu'elle reposait lourdement. Pendant qu'elle continuait à divaguer sur son génie de la manipulation, le petit voyant rouge du téléphone continuait d'enregistrer, capturant chaque mot, chaque nuance de sa confession ivre. Elle avait délibérément saboté ma carrière. J'ai récupéré l'appareil, et je suis parti sans un mot. Mon corps tremblait, mais mon esprit était d'un calme glacial. Ce soir-là, ma douleur s'est transformée en une colère froide et stratégique. L'enregistrement audio était devenu mon bouclier, mon arme secrète. Je savais que si je la confrontais immédiatement, elle nierait, et son pouvoir étoufferait ma voix. J'ai donc choisi la voie la plus difficile, le silence. 20 années ont passé. 20 années où je suis resté dans l'ombre, supportant le regard compatissant des amis de la famille, les soupirs condescendants de ma mère, et surtout, le mépris constant de Victoria. Elle me traitait de fardeau éternel, depuis si longtemps que j'ai failli croire à son propre mythe. J'ai vu ma vie professionnelle stagner, forcée de prendre des emplois modestes et sans ambition, tandis que Victoria grimpait les échelons, acclamée pour son audace et sa réussite éclatante. Chaque Noël, chaque anniversaire, chaque réunion familiale était une nouvelle occasion pour elle de me rabaisser subtilement. « Oh, Élise, tu n'as pas encore trouvé d'appartement plus grand? Mais comment gères-tu tes petites finances ?» Elle ne ratait jamais une occasion de souligner mon statut d'échec professionnel, ce statut qu'elle m'avait elle-même imposé. La douleur invisible que je portais était le poids de cette vérité non dite, le fait de savoir que j'avais la preuve de sa trahison, mais de devoir attendre le moment parfait pour la libérer. L'enregistrement, je l'ai conservé méticuleusement. D'abord sur la bande magnétique fragile, puis transféré sur des supports numériques successifs, cryptés, sécurisés, cachés dans un coffre-fort que seul le désespoir pouvait ouvrir. C était plus qu'un fichier audio. C était mon assurance vie, le garant de ma rédemption future. Le secret me rongeait, certes, mais il me donnait aussi une force implacable. Je savais que, quand j'aurais révélé la vérité, ce serait la fin de son règne. Aujourd'hui, le temps de l'attente était révolu. Nous étions le soir du 60e anniversaire de Victoria. Le lieu avait changé Tarozin, un hôtel particulier historique au cœur de Lyon. Mais l'atmosphère d'opulence suffocante était la même. 70 invités, la crème de la société lyonnaise, des visages familiers et des nouveaux venus avides de côtoyer la célèbre Madame Victoria de Montaigne. Je portais une robe simple, anthracite, qui se fondait dans l'arrière-plan, exactement là où Victoria s'attendait à me trouver. Discrète, presque invisible. Mais sous le tissu, mon cœur battait d'une anticipation glacée. Je étais plus la jeune femme brisée de mes 40 ans, je étais une femme de 60 ans marquée par le mépris mais armée d'une patience 20 fois éprouvée. Victoria, vêtue cette fois d'une création en velours bleu nuit, donnait l'impression d'être la reine de la soirée, son sourire large et contraint. Les flûtes de champagne tintaient sans cesse, le bruit des conversations formait un murmure élégant et superficiel. Était assise à une table excentrée, observant la scène comme une entomologiste étudie un spécimen. J'ai glissé ma main sous la nappe, vérifiant une dernière fois la connexion de mon smartphone à l'aile, équipement dissimulé. Quelques minutes plus tôt, j'avais agi. Profitant de la cohue du service de l'entrée, j'avais branché discrètement un petit émetteur Bluetooth ultra puissant à l'amplificateur audio principal de la salle de réception, soi-disant pour aider le DJ. Le projecteur, petit et puissant, était camouflé derrière un arrangement floral massif près de la tribune. Le fichier audio, désormais transformé en une séquence vidéo simple affichant uniquement le titre « Confession » avec l'horodatage de 20 ans, était prêt à être projeté sur le mur principal, juste derrière Victoria. Puis vint le moment redouté du discours. Victoria se leva, un verre à la main, irradiant de fausse modestie. Le silence se fit lentement, les regards convergèrent vers l'aînée. Elle commença par des remerciements d'usage, des compliments forcés sur la beauté de la salle, puis, inévitablement, elle aborda le sujet du succès et de la famille. « Regardez autour de vous, chers amis, commença-t-elle, sa voix claire et perçante portant dans la grande salle. 60 ans, c'est l'occasion de mesurer le chemin parcouru, de se réjouir de nos victoires et peut-être, d'accepter avec bienveillance les chemins que certains de nos proches ont choisis, des chemins plus modestes, plus discrets. » Elle fit une pause calculée, laissant planer l'allusion. Je savais qu'elle me regardait indirectement. Son regard glissa vers ma table, ses lèvres esquissant un sourire de pitié. Elle continuait. « C'est un honneur d'être celle qui porte le flambeau de notre famille, n'est-ce pas? L'effort, la discipline, le goût du risque, ce sont des qualités que l'on ne trouve pas chez tout le monde. Certains sont faits pour briller, d'autres, d'autres, sont là pour nous rappeler la valeur de la simplicité. » Le mépris, cette fois, haine,
était pas seulement implicite, il était tissé dans la texture même de son discours de fête. Elle venait de me rabaisser à nouveau, devant une assemblée encore plus influente qu'il y a 20 ans. La rage qui montait était plus explosive. Elle était cristalline, froide et parfaitement contrôlée. Ce nouveau coup de grâce était le déclencheur final. 20 ans de silence pour ce moment précis. Je portais la main à la poche de ma robe, où se trouvait la télécommande discrète du projecteur et le bouton d'activation de la lecture. Mon cœur, étrangement, était d'un calme surnaturel. La terreur et la souffrance avaient été remplacées par une résolution inébranlable. Victoria pensait que J était un fardeau, mais elle était sur le point de découvrir que J était une bombe à retardement. Victoria leva son verre, prête à porter le toast final. À mes 60 ans et à la prospérité qui est le fruit du travail acharné. Un murmure d'approbation parcourut la foule. Les invités s'apprêtaient à lever leur coupe, mais avant qu'ils n'aient pu le faire, j'ai agi. J'ai appuyé simultanément sur les deux boutons. Le projecteur, dissimulé, s'est allumé, projetant l'image du titre simple et menaçant Confession, 23/9/20XX, sur le mur juste au-dessus de la tête de Victoria, comme une sentence divine. Un léger sifflement précéda le son, et le système audio principal de l'hôtel, détourné par mon émetteur, a craché le premier mot de ma sœur, il y a 2 décennies. La voix pâteuse, ivre, mais parfaitement reconnaissable. La salle, pleine de rires et de tintements de verre, est devenue instantanément silencieuse. Le silence était total. Lourd, incroyablement attentif. Le moment de vérité, l'instant où tout allait changer, était enfin arrivé. Victoria, figée, baissa lentement son verre. Elle comprenait, avant même que les mots ne soient prononcés, que j'avais révélé la vérité, que j'avais gardé la preuve de sa trahison en secret pendant tout ce temps. La trappe s'ouvrait sous ses pieds. L'enregistrement continuait, la voix de Victoria, amplifiée, remplissant l'espace. Ce poste t'aurait rendue trop indépendante, Élise. Trop lumineuse. Qui aurais-je pu humilier en public si tu étais devenu quelqu'un d'important? J'ai appuyé simultanément sur les 2 boutons. Le projecteur, dissimulé, s'est allumé, projetant l'image du titre simple et menaçant Confession, 23/9/20XX, sur le mur juste au-dessus de la tête de Victoria, comme une sentence divine. Un léger sifflement précéda le son, et le système audio principal de l'hôtel, détourné par mon émetteur, a craché le premier mot de ma sœur, il y a 2 décennies. La voix pâteuse, ivre, mais parfaitement reconnaissable. La salle, pleine de rires et de tintements de verre, est devenue instantanément silencieuse. Le silence était total, lourd, incroyablement attentif. Le moment de vérité, l'instant où tout allait changer, était enfin arrivé. Victoria, figée, baissa lentement son verre. Elle comprenait, avant même que les mots ne soient prononcés, que j'avais révélé la vérité, que j'avais gardé la preuve de sa trahison en secret pendant tout ce temps. La trappe s'ouvrait sous ses pieds. L'enregistrement continuait, la voix de Victoria, amplifiée, remplissant l'espace. Ce poste t'aurait rendue trop indépendante, Élise. Trop lumineuse. Qui aurais-je pu humilier en public si tu étais devenu quelqu'un d'important? Elle, écho de ces mots, prononcés 20 ans plus tôt dans l'intimité moite d'un salon, résonnait maintenant dans la noblesse froide de la salle de bal, devant la crème glacée de la société lyonnaise. L'amplification avait accentué le timbre éraillé et l'arrogance juvénile de Victoria, rendant sa confession d'autant plus obscène. Je n'avais pas besoin de lever les yeux vers elle, pour savoir ce qu'elle ressentait. Je pouvais sentir sa panique monter, une onde de choc palpable qui se propageait du podium jusqu'aux tables les plus éloignées. Le velours bleu nuit de sa robe semblait soudain peser des tonnes. Et le sourire figé qu'elle avait arboré tout au long de la soirée était brisé, laissant place à une expression de terreur muette. Ses yeux, d'habitude perçants et dominateurs, étaient rivés sur le titre lumineux, projeté juste au-dessus de son chignon impeccable, comme si la lumière blanche de roule qui est l'écran était un projecteur d'interrogatoire braqué sur son âme. Autour de moi, le silence était plus seulement une absence de bruit, Zio, était une entité vivante, dense, saturée de jugement et de curiosité morbide. Les invités, figés dans des poses absurdes, une flûte à mi-chemin du visage, une main levée pour un toast jamais porté ressemblaient à une galerie de statues surprises par un sortilège. Je pouvais sentir l'odeur du champagne évanouir, remplacée par le parfum âcre de la honte sociale. Mon regard chercha ma mère, assise à la table d'honneur, à quelques mètres de Victoria. Elle portait son éternel masque de dignité, mais même ce masque était en train de se fissurer. Elle comprenait, elle aussi. Elle avait toujours choisi le confort de l'aveuglement face au succès éclatant de Victoria. Maintenant, elle était forcée d'entendre la vérité qui avait coûté 2 décennies à sa fille cadette. Le regard qu'elle me lança était pas celui de la reconnaissance, mais celui d'une peur profonde. La peur que son propre monde d'illusions ne s'effondre. L'enregistrement continuait, et chaque mot était un clou enfoncé dans le cercueil de la réputation de Victoria. Elle a avoué avoir appelé personnellement le PDG de la maison D, Éditions, un de ses anciens amants influents, et reprenait ma voix enregistrée, tirée de l'ancienne bande magnétique.
Elle lui avait chuchoté des « hey » doutes légitimes, sur ma stabilité émotionnelle et ma capacité à gérer la pression. La foule frémit. Le murmure, étouffé d'abord, commença à se répandre, mais la voix amplifiée de Victoria le recouvrait immédiatement. J'ai dit qu'Ali, Élise était une bombe à retardement, émotionnellement fragile. Facile à croire, n'est-ce pas? Tout le monde sait que Élise est incapable de se débrouiller seule. Mon prestige dépend de ta simplicité, conclut l'ancienne Victoria, avec un rire faible et démoniaque qui, aujourd'hui, paraissait incroyablement sinistre. Était la preuve irréfutable de la préméditation, la démonstration clinique que son succès était pas seulement bâti sur son audace, mais sur la ruine délibérée de sa propre sœur. Victoria chercha désespérément mes yeux. Elle ouvrit la bouche, sans doute pour crier au montage, à la manipulation, à l'infamie. Mais aucun son ne sortit. Elle était prise au piège de sa propre image, de sa propre voix. La lumière crue du projecteur révélait les fines rides autour de ses yeux, soulignant son âge et, pour la première fois, sa vulnérabilité. Elle n'y arrêtait plus la Madame de Montaigne triomphante, elle n'y arrêtait qu'une femme acculée, démasquée. Je la regardais sans haine, sans joie exubérante, mais avec la satisfaction profonde et implacable d'une justice enfin rendue. La colère froide et stratégique qui m'avait habité pendant 20 ans évaporait, laissant place à un vide paisible. J'avais attendu ce moment, non pas pour la détruire, mais pour me reconstruire. Pour prouver que le fardeau éternel avait toujours été l'architecte de son propre destin, malgré le sabotage. Le silence des invités était le plus grand triomphe. Ils n'étaient pas en train de juger Élise Lille, éternelle victime. Ils jugeaient Victoria, la manipulatrice, la sœur indigne. Mon index, posé sur la télécommande, effleura le bouton de pause. Je n'en avais pas besoin. La vérité était sortie, complète et dévastatrice. Mais je voulais que le dernier mot, le mot qui avait scellé mon destin pendant 2 décennies, soit le plus mémorable. Je me levai doucement de ma table excentrée. Je n'avais pas besoin de crier pour capter l'attention. Mon simple mouvement suffisait. Tous les regards, qui étaient partagés entre Victoria et le mur incriminé, se tournèrent vers moi. J'y étais Élise, vêtue de ma robe anthracite discrète, mais désormais au centre de l'univers de la salle. Je marchais lentement vers le podium, traversant l'assemblée silencieuse. Chaque pas était une victoire. Je pouvais voir des visages connus, des amis d'enfance, des figures de Loul, éditions et des affaires, tous pétrifiés par la révélation. Certains baissaient les yeux, honte. Le discours de Victoria venait de commencer, un flot mielleux d'autosatisfaction déguisé en gratitude. Elle se tenait sous les lustres scintillants de la salle de réception louée pour l'occasion, arborant un sourire parfait de femme accomplie et aimée. 80 paires d'yeux étaient rivés sur elle. Des invités qui l'admiraient, persuadés qu'elle était la quintessence de la générosité familiale, celle qui, 20 ans plus tôt, avait si noblement supporté le poids de sa sœur inadaptée. Était assise à la table d'honneur, un fantôme silencieux, le poids de la trahison et de l'humiliation me brûlant encore la gorge, mais cette fois, ce était plus la douleur qui dominait, était la certitude froide de la riposte imminente. 20 ans, mes amis. 20 ans depuis cette soirée mémorable, où j'ai réalisé à quel point la famille est essentielle. Bien sûr, il y a toujours des éléments plus fragiles, lança-t-elle, son regard glissant vers moi, un clin d'œil, à peine perceptible destiné à nos parents, mais notre devoir est de les porter, de les aimer malgré leur nature de fardeau éternel. Le mot fut lâché, léger comme une plume, mais lourd comme le plomb pour moi. 20 ans après, elle utilisait encore cette expression pour me définir publiquement. Le murmure d'assentiment des invités me frappa comme une vague de mépris général. Mon cœur, qui avait battu la chamade pendant des heures, se calma soudain. La peur était envolée, remplacée par une détermination glaciale. Le moment était venu. Je me levai, déplaçant ma chaise avec un bruit sec sur le parquet ciré. Un son trop fort qui coupa net la voix harmonieuse de Victoria, et arrêta le flot des rires polis. Tous les regards se tournèrent vers moi, Élise, la sœur terne qui n'osait jamais faire de vagues. Victoria me fusilla du regard, l'irritation perçant à travers son masque de bienveillance. Élise, ma chérie, tu ne te sens pas bien? C'est le vin? Demanda-t-elle, une fausse inquiétude dans la voix, cherchant déjà à me renvoyer à mon rôle habituel de personne faible et défaillante. Je sentis le sang affluer à mes joues, non pas de honte, mais de puissance. J'avais attendu ce moment, j'avais planifié cette interruption, et la satisfaction de gâcher sa mise en scène était presque physique. Je vais parfaitement bien, Victoria, répondis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible, résonnant légèrement dans le grand salon. Mais avant que tu ne portes ce toast final à ta magnificence et à ta prétendue charité, j'aimerais partager une petite surprise que j'ai préparée pour tes 60 ans. Une rétrospective, si tu veux. Un silence perplexe s'installa. Les invités pensaient probablement que j'allais présenter un diaporama maladroit de photos de vacances. Victoria, toutefois, devinait confusément que quelque chose n'allait pas. Ses yeux écarquillèrent légèrement. Élise, nous n'avions rien prévu. Ce n'est pas le moment, commença-t-elle, essayant de reprendre le contrôle, sa voix se faisant nerveuse.
Je ne lui laissais pas l'occasion de terminer sa phrase. J'avais discrètement branché l'ordinateur portable et le petit projecteur de voyage sous la table d'honneur, camouflé par la lourde nappe en soie. J'appuyais sur la touche de lecture. Une lumière blanche et crue jaillit du projecteur, traversant l'atmosphère tamisée, et vint cesse, écrasée sur le mur de pierre pâle juste derrière Victoria, projetant une interface simple. Un bouton lecture. J'ai projeté la vidéo. Ce N était pas une vidéo d'image, bien sûr, mais l'interface visuelle d'un fichier audio que j'avais précieusement conservé en secret pendant 2 décennies. La voix de Victoria, jeune, cristalline, mais pleine d'une cruauté glaciale, emplit soudain la salle, déformée seulement par l'un nu, écho du micro d'ambiance que j'avais caché chez elle lors de notre conversation fatidique il y a 20 ans. Je t'assure, maman. Si Élise obtient ce poste chez Dubois et Associés, elle deviendra ma rivale directe. Elle a un talent que je n'ai pas dans ce secteur. Elle l'a toujours eu, et elle pourrait me surpasser. Je ne peux pas le permettre. La voix était claire, identifiable, portant l'accent distinctif de Victoria. Le choc fut instantané. Des hochements de tête polis se figèrent. Des cuillères s'arrêtèrent à mi-chemin vers la bouche. Les murmures cessèrent. Tous les yeux se braquèrent sur Victoria, qui, en entendant sa propre voix, devint livide, sa peau prenant la teinte de la cire froide sous les projecteurs. L'enregistrement continua, impitoyable. J'ai envoyé un email anonyme à Dubois la semaine dernière, décrivant son manque de professionnalisme supposé et son incapacité à gérer le stress, utilisant des détails très précis sur notre enfance. J'ai bien veillé à ce qu'elle soit éliminée de la course finale. Je dois rester l'unique réussite de la famille. Elle est trop naïve, elle ne s'en remettra jamais, et elle devra se contenter de ma charité. Quand la phrase se termina, le silence total s'abattit sur la salle. Un silence assourdissant, lourd, incroyablement dense. Il n'y avait plus le bruit des couverts, plus de rires étouffés, plus de musique de fond. Juste le souffle retenu de 80 personnes qui venaient d'assister à l'effondrement d'une façade construite sur 20 ans de mensonges. La salle est devenue silencieuse d'une manière que je n'avais jamais connue, un vide sonore où seule la vérité résonnait. Victoria, debout, tremblait visiblement. Elle était passée du rouge de la fureur au blanc du désespoir en quelques secondes. C'est un montage! C'est faux! Élise, tu as toujours été pathétique. Mais là tu as dépassé les limites de la jalousie! Hurla-t-elle, sa voix stridente et défaite, tentant désespérément de discréditer la preuve. Je m'avançai vers le projecteur, le dos droit. Mon cœur battait avec une force nouvelle, celle de la justice rendue. Non, Victoria, ce n'est pas un montage. C'est la vérité que j'ai portée en secret pendant 20 ans. 20 ans où j'ai cru que j'y étais incompétente, que j'y étais un poids, que j'y étais le fardeau éternel que tu as tant aimé me décrire. Je fis une pause, mon regard balayant les invités choqués, ceux qui avaient cru aux mots de Victoria, ceux qui m'avaient jugé. Il y a 20 ans, elle m'a humiliée publiquement en me rejetant comme une âme simple, mais ce N était que le point culminant. Avant cela, elle avait détruit ma seule chance de carrière par pure jalousie. J'ai perdu le poste de mes rêves, j'ai perdu ma confiance en moi, j'ai perdu 20 ans de ma vie à cause de ton besoin maladif de domination, Victoria. Le visage de ma sœur était une étude de l'horreur. Les larmes commençaient à couler, non pas des larmes de remords, mais de la rage que son secret ait été révélé. Quelques invités se levèrent, visiblement mal à l'aise, se dirigeant vers la sortie. Elle, élite sociale présente, réalisait qu'elle avait vénéré une manipulatrice. « Tu as écouté ce qu'elle a dit, maman ?» demanda une des nièces, la voix brisée, l'air complètement dégoûté. Les parents, assis à côté de moi, restaient figés, les yeux fixés sur la projection lumineuse, incapables de défendre leur fille aînée. J'ai révélé la vérité, non pas avec un cri, mais avec la froide récitation des faits enregistrés. Victoria était démolie publiquement, réduite à une criminelle mesquine devant ceux dont elle recherchait le plus l'admiration. Elle était devenue la honte que j'avais été forcée de porter. Je n'ai rien d'autre à dire, déclarai-je, le poids de la douleur accumulée s'évaporant enfin de mes épaules. Je pris l'ordinateur, débranchai le projecteur, et les lumières de la salle revinrent à leur intensité normale, rendant la scène encore plus étrange. La fête était terminée. La réputation de Victoria était en ruine. Je me tournai et marchai vers la sortie. Je ne regardais pas Victoria, qui, était effondrée sur sa chaise, le visage enfoui dans ses mains, sanglotant bruyamment, plus pour sa perte de statut que pour le mal qu'elle m'avait fait. Je sentis les regards des invités sur mon dos, mais cette fois, ce N était plus de la pitié ou du mépris. C était du respect. En franchissant le seuil, et en laissant derrière moi la chaleur suffocante de la salle de réception, pour l'air frais et nocturne de Paris, je me sentis incroyablement légère. 20 années échec attribué à ma propre faiblesse s'était dissous. J'avais repris le contrôle de mon histoire. J était Élise, et non plus le fardeau. Ce jour-là, tout a changé. Mon silence était transformé en une explosion de vérité qui avait redéfini mon existence et celle de ma sœur. J était enfin libérée. Je me tournai et marchai vers la sortie. Ce fut le geste le plus simple, le plus puissant, le plus définitif de ma vie. Je ne courus pas, je ne me pressai pas.
Je fis résonner mes pas dans le silence de mort que j'avais créé, une marche lente, mesurée, empreinte de la dignité que Victoria m'avait si longtemps volée. Mon regard ne chercha pas le sien, même si je savais exactement ce qu'elle faisait. Victoria S. était effondrée sur sa chaise, le visage enfoui dans ses mains, un amas de soie coûteuse et de détresse théâtrale. Ses sanglots étaient bruyants, déchirants, mais je les entendais sans aucune émotion. Je savais qu'ils n'étaient pas la manifestation d'un remords pour la carrière qu'elle avait brisée ou pour les 20 années de doute qu'elle m'avait imposées. Était la lamentation crue de l'ego détruit, la plainte d'une reine déchue qui venait de perdre son royaume et, pire encore, son auditoire admiratif. Elle pleurait la perte de statut. L'image de perfection qui était brisée en 1000 éclats d'hypocrisie juste derrière elle. Je sentis les regards des invités sur mon dos, mais cette fois, la pression était différente. L'air ambiant, alourdi par l'odeur du champagne chaud et le parfum musqué des convives, se chargea soudain d'une tension électrique. Les 80 pères Dieu étaient plus remplis de la pitié condescendante, ni du mépris désinvolte qu'ils m'avaient toujours réservé. Il y avait de la stupeur, certes, mais aussi une pointe de terreur respectueuse. Ils réalisaient qu'ils avaient sous-estimé la femme silencieuse, la fragile Élise. Ils comprenaient qu'ils venaient d'assister à un acte chirurgical de justice, froidement exécuté. Je passais devant la table d'honneur. Mes parents étaient toujours là, figés comme des statues de sel. Mon père regardait le mur de pierre où l'enregistrement venait de éteindre, ses lèvres formant un mot silencieux d'incrédulité. Ma mère, la protectrice éternelle de Victoria, évitait mon regard. Elle ne pouvait pas me blâmer, pas après avoir entendu la voix cristalline de sa fille aînée confessant sa jalousie et sa trahison. Leur silence était une confession de leur propre complicité passive, de leur choix de croire la version facile, celle de la réussite brillante, plutôt que celle de l'ombre inadaptée. Était la première fois en 20 ans que je n'avais pas besoin de leur approbation ou de leur reconnaissance pour exister. Lentement, je m'arrêtai un instant devant ma nièce, celle qui avait posé la question poignante. « Tu as écouté ce qu'elle a dit, maman ?» Elle me regardait avec une intensité neuve, une admiration mêlée de chagrin pour l'oncle qu'elle avait toujours connu. Je lui offris un sourire infime, un mouvement à peine esquissé des lèvres, un signe que le règne de la manipulation était terminé. Chaque pas vers la porte était une feuille qui se détachait de l'arbre de mon passé. Je me remémorais, en un éclair fulgurant, les nuits passées à réécouter cet enregistrement, non pas pour me torturer, mais pour décortiquer les preuves, pour polir mon arme. Ce fichier audio était pas seulement une preuve. Était le talisman qui m'avait empêché de sombrer totalement. Il m'avait rappelé que mon échec professionnel était pas le reflet de mon incapacité, mais le résultat d'une malveillance ciblée. En approchant du seuil majestueux, orné de boiseries sombres et de lourdes tentures de velours qui maintenaient la chaleur suffocante de la fête, je sentis une vague de vertige. Était la fatigue accumulée de 2 décennies, la tension qui se relâchait enfin, menaçant de me faire plier. Mais je me redressais. Le projecteur et l'ordinateur, mes instruments de vengeance, étaient fermement serrés sous mon bras, des trophées de ma victoire silencieuse. Je tendis la main vers la poignée de la porte, massive et froide sous mes doigts. Le franchissement fut physique et métaphysique. La salle de réception était un monde clos. Un aquarium de faux-semblants et de chaleur étouffante, imprégné du souffle de 80 consciences choquées. L'air y était épais, vicié par le mensonge qui venait de éclater. En poussant la porte, j'accédais à un autre univers. L'air frais et nocturne de Paris me frappa le visage comme une douche glacée, purificatrice. Était la fin de l'aile, et l'air portait une légère humidité, le parfum subtil de la pierre de taille mouillée et de l'essence de voiture qui montait des Champs-Élysées voisins. Le contraste était violent, libérateur. Je m'arrêtais sur le perron de pierre, prenant une grande inspiration, la première véritablement profonde depuis le début du discours mielleux de Victoria. Le bruit de la ville, le vrombissement lointain du trafic, le son d'une sirène, le murmure constant de la métropole endormie, remplaça le silence lourd de la salle. Ces sons étaient honnêtes. Ils n'essayaient pas de se déguiser en gratitude ou en charité. Je me sentis incroyablement légère, non pas d'une légèreté aérienne, mais d'une légèreté débarrassée d'un poids physique insoutenable. Imaginez porter une armure invisible de 100 kilos pendant 20 ans, et la voir se désintégrer en poussière en l'espace de 3 minutes d'enregistrement. Était l'effet que cela produisait. 20 années d'échecs attribués à ma propre faiblesse, à mon incapacité présumée à gérer le stress, à ma nature prétendument fragile était dissous. Le diagnostic de fardeau éternel que Victoria avait si complaisamment posé sur mon existence avait été révoqué par la vérité. J'avais repris le contrôle de mon histoire. Ce était plus l'histoire de la sœur défaillante, mais l'histoire de la victime qui était transformée en juge, d'une stratège patiente qui avait attendu l'instant parfait. Était Élise, et non plus le fardeau. Je regardais le ciel sombre, les lumières de Paris qui perçaient la nuit. Le futur étendait devant moi, vaste et non écrit. Pendant 2 décennies, ma vie avait été définie par une absence. L'absence de ce poste chez Dubois et Associés. L'absence de reconnaissance. L'absence de confiance en moi. Maintenant,
Cette absence était comblée par la certitude. Mon silence cesse, était transformé en une explosion de vérité qui avait redéfini mon existence. J'avais attendu ce moment. Non pour la vengeance mesquine, mais pour la restauration de mon identité. La vengeance, dans sa forme la plus pure, non, était pas de faire souffrir Victoria, mais de me libérer moi-même de l'emprise de son mensonge. Victoria était maintenant confrontée à une prison bien plus terrible que n'importe quel isolement physique, la honte publique et la solitude morale. Ceux qu'elle avait le plus cherché à impressionner, élite, la famille, la société connaissaient désormais sa véritable nature. Sa richesse, son apparence, ses succès, tout cela avait été soudainement dévalué. Elle était l'usurpatrice. Je me permis un dernier regard en arrière, non pas sur la salle mais sur la femme que j'avais été en entrant dans cet endroit. Cette Élise était morte. Elle avait été sacrifiée sur l'autel de la justice. Et la femme qui se tenait maintenant sur le trottoir parisien était née de ses cendres. Elle était libre de construire une vie basée sur ses propres mérites, sans l'ombre toxique de sa sœur. Je savais que le chemin serait long pour reconstruire ma carrière, pour regagner les 20 années perdues. Mais pour la première fois je pouvais le faire avec une tête haute et une âme légère. J'avais mon talent, mon intelligence, et désormais, mon histoire. Je marchais vers l'avenue, le bruit de mes talons sur le bitume rythmant ma nouvelle liberté. Ce jour-là, tout avait changé. La soirée d'anniversaire de Victoria n'avait pas été la célébration de sa longévité, mais le jour de ma résurrection. J'étais enfin libéré. Le vent froid de la nuit parisienne était le souffle de mon nouveau départ, emportant avec lui les dernières traces de poussière du passé. La ville m'accueillait, non pas comme la sœur terne et fragile, mais comme Élise, la femme qui avait eu le courage d'affronter l'obscurité et d'y allumer la lumière de la vérité. Mon silence de 2 décennies venait de signer la fin d'une ère et le commencement de la mienne.